d'intérêt. En fait, je voudrais juste revenir sur le contexte de l'organisation de ces journées annuelles du Club des dirigeants de banques et d'établissements de crédit d'Afrique, qui se fait chaque année dans une capitale africaine. Et cette année, le bureau du club a choisi la Tunisie pour justement domicilier cette initiative. Alors, on a eu une forte présence subsaharienne, parce qu'on a 64 exactement dirigeants de banques subsahariennes, outre le fait d'avoir aussi des banquiers venant de Turquie, d'Italie, de France et d'autres pays, en plus, bien entendu, de quasiment toutes les banques tunisiennes et un certain nombre d'établissements financiers. Et notre problématique, c'est quelle réglementation bancaire pour les économies africaines. Comme vous le savez, c'est une question que préoccupe tous les opérateurs économiques, en fait. C'est dans quelle mesure la complexification et la rigidité de la réglementation bancaire limite, voire inhibe l'initiative bancaire, notamment en matière de financement de l'économie, de financement de la PME, PMI, parce que la réglementation est devenue quasiment étouffante. Il y a un excès. Cette réglementation, nous, on s'était posé la question de savoir, est-ce que le système financier et bancaire a besoin d'une réglementation, a besoin d'être régulé? C'est incontestablement oui. Donc la question ne se pose même pas. La question qui devrait être posée, c'est à quel niveau on met le curseur. Est-ce que on le met à un niveau où on tue quasiment toute activité économique et tout concours à l'économie, ou est-ce que on trouve un point d'équilibre, ou ce que le vice-président de la Banque mondiale a appelé un compromis entre de la rigueur pour contrôler et réguler, mais en même temps laisser la possibilité aux opérateurs d'intervenir dans le financement de l'investissement, et notamment dans la PME, PMI qui souffre depuis la crise du Covid et puis la crise ukrainienne qui souffre énormément. Donc c'est nous, on s'est posé cette problématique-là, en estimant que il y a un paradoxe, parce que, comme vous le savez tous, toute cette réglementation, en fait, a été générée dans des géographies différentes. Elle a été générée dans des cultures différentes, dans des j'allais dire, cadrages institutionnels qui sont complètement différents. Et vouloir l'appliquer sans aucune différenciation est, en soi, un facteur d'asymétrie et un facteur de rupture d'égalité. Et ça touche beaucoup plus les petits que les moyens ou les grands. Donc nous, notre interrogation, c'est de demander aux régulateurs d'essayer de trouver des points d'équilibre pour adapter, entre guillemets, cette réglementation à nos géographies et à nos contraintes. Sinon, on va être en face d'un système financier qui ne sera pas en mesure de financer l'économie et qui sera tout simplement en mesure de financer peut-être les déficits de l'État, parce que c'est des placements qui sont sûrs et où il n'y a aucun risque, plutôt que d'aller financer de l'investissement productif, notamment de PME, PMI ou de start-upers, etc. Et donc nous, probablement, on sera amené à avancer à un certain nombre d'idées, parce que au-delà des banquiers qui sont présents, il y a des experts de haut niveau, notamment des profs, des académiciens qui ont travaillé sur ces questions-là. Et notre idée, d'abord, c'est d'avoir un regard croisé de plusieurs géographies différentes, parce que les réalités sont différentes. Et donc de voir ce que j'appellerais des invariants méthodologiques de succès. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être dupliqués? Moi, je ne crois pas trop au copiage ou à la transposition de modèles. Je crois plutôt à l'ajustement de ces modèles en tenant compte d'un certain nombre de variables. Et la variable clé, c'est celle-là. Il faut qu'il y ait un système financier qui soit sain, qui offre toutes les possibilités pour tous les opérateurs, avec un égal accès aux mêmes opportunités, ce qui n'est pas le cas, et donc sans asymétrie, et puis moins de législation et moins de textes qui sont des textes vraiment incapacitants dans certains cas. Et dans mon intervention, par exemple, j'ai insisté sur le fait que nous avons là aussi un paradoxe qui est contesté, en tout cas qui est confirmé par les chiffres, c'est que ce n'est pas un hasard que les pays d'Afrique anglophone, où c'est la common law qui est appliquée, qu'ils soient les plus performants.
et notamment en termes de start-up et de création d'entreprises. Les 5 premiers pays en Afrique, où c'est quasiment 95% des start-up en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria, c'est le Kenya, c'est l'Égypte, et j'ai oublié, je crois que c'est la Tanzanie. Et donc, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la common law, et la common law part d'un principe qui me semble important, c'est celui de dire confiance a priori, contrôle a posteriori. Ce qui est en totale opposition par rapport à la civil law, qui met des lois justement pour vous empêcher de faire quoi que ce soit, et ça arrive à des situations qui sont parfois cocasses, parce que même ce qui n'est pas interdit par la loi, l'administration l'interprète comme étant une interdiction, parce qu'ils estiment qu'il faut que ce soit une autorisation franche. Même quand la loi est muette sur un sujet, malheureusement, l'interprétation souvent va en défaveur de celui qui veut justement prendre une initiative ou qui veut initier une nouvelle activité. Et nous le vivons quotidiennement avec tout ce qui est innovation, parce que la loi est tout à fait muette sur ces questions-là, parce que c'est des activités qui ne sont pas réglementées. Et donc on se retrouve parfois dans des situations pénibles, parce qu'il s'agit quand même de la liberté des gens, où des gens qui ont pris d'initiative se retrouvent criminalisés parce que telle ou telle disposition n'a pas été respectée, alors qu'elle n'est pas applicable à ces gens-là. Donc au lieu de se dire, je vais à chaque fois mettre des textes pour rattraper les nouveautés et les générations, il faut faire des textes qui soient le plus ouverts possible pour ne pas freiner, parce que c'est un mythe, c'est une illusion. Vous ne pouvez jamais rattraper l'évolution, notamment technologique. Il y a des mutations actuellement technologiques qui sont extrêmement rapides. Le niveau d'obsolescence des générations technologiques est devenu très rapide. Dans un certain nombre de domaines, c'est 3 mois. Donc alors que vous n'avez même pas encore pensé à produire ou à faire une loi. Et par conséquent, c'est tout à fait inutile d'aller dans cette approche-là, mais faire comme le font les anglo-saxons, quelque chose de tout à fait ouvert, et tant que ce n'est pas interdit de manière explicite, c'est-à-dire par une liste négative, on vous dit, vous n'avez pas le droit de, par exemple, je dis... enfin un exemple comme ça, d'investir dans l'armement, vous n'avez pas le droit d'investir dans ceci, dans les jeux à deux hasard, etc. Il faut que ça soit explicitement interdit. Sinon, pour le reste, vous devez avoir une liberté d'initiative la plus totale, et surtout pour les jeunes qui ont un potentiel créatif absolument fantastique. C'est quand on voit un peu, mais il faut être lucide, si ça va continuer comme ça, il y a un moment, parce que c'est pas du bricolage, il y a un moment de la croissance d'une société, quand vous passez un peu de seed money à des volontés d'aller lever beaucoup plus d'argent, où vous n'allez pas avoir cette possibilité-là ici, et pousser involontairement vos esprits les plus créatifs vers l'étranger, parce que l'étranger va leur ouvrir complètement les bras pour les accueillir avec les meilleures conditions. Donc c'est vraiment un challenge pour les pouvoirs publics que de penser à remodeler tout ça, à faire un toilettage complet de toutes les lois obsolètes qui sont des lois incapacitantes et des lois poussent au crime. Parce que quand vous êtes obligé de trouver une solution qui n'est pas donnée par les textes, vous faites ce que font tout le monde, ce qu'on fait de manière tout à fait physique. Quand vous avez un cours d'eau que vous venez bloquer, il fera tout simplement une déviation ou carrément il va essayer de submerger par la suite l'obstacle que vous aurez mis. Il ne faut pas qu'on soit dans des situations comme ça, bien au contraire. On a un déficit d'initiative, ça c'est clair, parce qu'il y a un aspect culturel là-dedans. Donc, et on ostracise l'échec. L'échec n'est pas pardonné. Moi, je me rappelle d'une intervention de Steve Jobs en 1986 ou quelque chose comme ça, à Paris, où il disait que, en s'adressant aux Français, vous, votre problème, c'est que vous pénalisez l'échec. Alors que chez nous, c'est-à-dire aux États-Unis, il parlait de son cas personnel, il a eu 7 échecs avant d'avoir l'idée qu'il a eue, sans qu'il soit ostracisé complètement, sans qu'il soit traité de loser. Au contraire, à chaque fois, on lui donnait une possibilité, et nous, culturellement, on ne pardonne pas l'échec.
Alors que l'échec fait partie de la réussite, parce que vous ne pouvez pas réussir tout de suite. Il y a fatalement du balbutiement, il y a fatalement des choses que vous allez essayer, calibrer, ajuster, etc. Vous pouvez partir sur une idée qui peut, sur le papier, être séduisante, mais dans la réalité, c'est ce que je dis aux jeunes créateurs, quand ils viennent avec une idée nouvelle et quand ils me sortent l'argument de « il n'y en a pas ici en Tunisie ». Et moi, systématiquement, je dis, la pénurie ne fait pas le marché. C'est pas parce qu'un produit ou un service n'existe pas qu'il y a un marché pour ça. Et que l'humilité du chercheur, du créateur, de l'innovateur, c'est d'essayer de se dire, je suis pas plus intelligent que l'autre, je dois comprendre pourquoi ça n'a pas été fait avant moi. Et quelque part, 9 fois sur 10, il y a une raison objective qui fait qu'il n'y ait pas eu de positionnement sur tel ou tel segment de l'activité. Il faut la trouver. Et donc, essayer d'être positif à ce niveau-là, mais toute affaire, pour conclure, est une affaire d'écosystème. Il faut que l'écosystème soit technogène. Nous, on n'est pas trop technologie. Il faut que ça soit ouvert. On parle de digitalisation. Et les gens ne comprennent même pas ce que c'est la digitalisation. Vous ne pouvez pas digitaliser un environnement qui est complètement désorganisé. Il faut d'abord que vous soyez physiquement bien organisé, etc., avant de penser à digitaliser, parce que la digitalisation, c'est assez normé, etc., et qu'on ne va pas digitaliser ce qui ne l'est pas. Voilà un peu, grosso modo, les idées et un peu les approches que nous allons essayer d'approfondir davantage avec cette idée que nous devons le faire en tant qu'Africains et que les solutions sont africano-africaines et qu'il faut aller dans le sens des liaisons organiques. Il ne faut pas y aller avec le sens d'une opération commerciale dans les deux sens, mais de liaison organique, parce que c'est ensemble que nous pouvons générer un système qui soit le plus adéquat et qui ait toutes les chances de réussite. Merci.